daté sur on n'insiste jamais assez sur les impacts sur la santé humaine et animale du changement climatique. Donc, vous avez sur ces 3 documents l'introduction du sujet du pourquoi il faut agir sur la transition énergétique. Quelques rappels en termes financiers, ça va intéresser l'ensemble des sociétés que vous êtes. Eh bien, ça, c'est le prix de l'énergie depuis de nombreuses années. Le chiffre à retenir, c'est qu'entre 2010 et 2020, le coût de l'énergie a été multiplié par 4. Et devant vous, il faut avoir en tête que tous les ans, à peu près, on va être sur une augmentation de 5 à 6% de la facture énergétique pour nos entreprises, nos matières premières, nos hôpitaux, nos cliniques, nos industriels. Donc, on est face à une explosion totale du coût de l'énergie qui va nous obliger, bien évidemment, à rentrer dans une stratégie de réduction. Je vous ai également mis des documents qui vont intéresser vos clients en réalité, puisque je n'ai pas de base de données sur la consommation énergétique des industriels, des fournisseurs. Pour moi, elle n'existe pas. Par contre, on a fait une base de données sur la consommation énergétique des établissements de santé français. Et donc, vous l'aurez, ça vous donnera des pistes parce que, bien évidemment, vos clients qui génèrent ces consommations-là vont devoir réduire de 40% leur consommation d'ici 2030 et donc vous embarquer dans l'aventure. Donc, je vais passer assez rapidement, mais ça vous donne des grandes données. Vous voyez, par exemple, dans le secteur MCO, on est à 540 kWh par mètre carré par an, sachant que l'objectif d'un bâtiment neuf, c'est de 50 kWh par mètre carré par an. Ça veut dire qu'il va falloir diviser par 10 quasiment la consommation d'énergie du secteur hospitalier si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, le secteur hospitalier est particulier parce que les plateaux techniques consomment beaucoup d'énergie, mais sur la partie purement hôtelière, on peut faire des économies de près de 40%. Vous avez également la déclinaison de la façon dont on consomme l'énergie dans le monde de la santé, le chauffage, la ventilation, l'air, l'éclairage, les cuisines, la blanchisserie, etc. Et nous avons traduit tout ça en CO2 par journée d'hospitalisation, puisque vous-même, en tant qu'industriel, fournisseur de biens ou de services, vous avez des données relatives au CO2. Eh bien, les établissements hospitaliers également ont des données relatives à la quantité de CO2 par journée d'hospitalisation. Ça vous donnera quelques grandes échelles. Puis on a la donnée relative aux déchets d'activité de soins à risque infectieux ou les ordures ménagères, et on voit bien aussi que la problématique des déchets, ce que l'on appelle maintenant communément les matières résiduelles, devient une problématique majeure et bien souvent les fournisseurs industriels génèrent ces déchets avec des solutions de recyclage ou pas, avec des solutions d'économie circulaire ou pas. Et la grande thématique de l'eau, qui pour moi va devenir une priorité absolue à très court terme, enfin ça l'est déjà, puisqu'on sait que les besoins en eau potable vont doubler d'ici 2050, que nous avons aujourd'hui des problématiques des flux en liquide et médicamenteux, que nous avons dans l'eau de boisson, dans certaines villes, jusqu'à 40 traces de molécules médicamenteuses ou métaboliques de médicaments. Donc, l'eau va devenir une priorité en termes de consommation et en termes de réduction des effluents liquides et médicamenteux. Là, vous avez également des chiffres. Ça vous donne une idée. Un hôpital aujourd'hui, c'est près de 600 litres d'eau potable par journée d'hospitalisation. Il va falloir réduire ces chiffres de manière très importante. Je passe sur les gestes essentiels. Tout ça, vous l'appliquez déjà. Je vais plutôt insister maintenant sur la stratégie à mettre en œuvre dans toutes les organisations, dans l'ordre que je vais vous présenter, parce que sans le respect de cet ordre-là, eh bien, je ne vois pas trop comment on peut avancer. Donc, première étape, c'est de mesurer. Alors, ça va paraître implicite, je connais certains d'entre vous qui êtes en ligne, ça va vous paraître implicite, mais ça n'est pas pour tout le monde. Mesurer la consommation d'énergie directe et indirecte. Ça veut dire faire son diagnostic énergétique, faire son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. En clair, dans le monde de la santé, les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie directe, c'est-à-dire tout ce qui permet de se chauffer, d'alimenter les plateaux techniques, les ordinateurs, ne représentent que 10% des émissions de gaz à effet de serre. Les autres émissions de gaz à effet de serre du secteur représentent 90% du secteur, c'est-à-dire les achats, la mobilité, les déchets et les immobilisations. Donc mesurer, ça veut dire avoir une stratégie de mise en place de sous-comptage par rapport aux étages, aux bâtiments, au type de matériel. C'est surveiller et suivre tous les gaspillages, notamment le gaspillage énergétique nocturne, et réguler la consommation d'énergie par rapport à l'occupation des bâtiments, ce qui n'est pas toujours fait. Donc, l'étape numéro 1, c'est véritablement de mesurer et d'avoir une mesure la plus fine possible pour pouvoir mettre en œuvre un plan d'action. Deuxième étape, il va falloir prioriser. Pour prioriser, il faut avoir réalisé son audit énergétique réglementaire pour toutes les sociétés de plus de 250 salariés.
Audit énergétique réglementaire obligatoire tous les 5 ans. C'est le seul outil que je connaisse qui permette de prioriser les actions. Sinon, on fait les travaux en fonction de l'offre d'un fournisseur, de la subvention obtenue ou de l'appétence d'un ou des dirigeants. Est-ce que je dois commencer par l'éclairage, par réguler l'espace, le volume de mes espaces, maîtriser la production de chaud, de froid, les traitements d'air, l'optimisation du traitement des déchets? Bref, un audit énergétique, c'est le seul outil qui vous permettra de prioriser et de savoir quelle sera la rentabilité très précise d'une action et d'un investissement. Troisième étape, c'est la politique d'achat. Politique d'achat pour gérer la consommation d'énergie directe ou indirecte. Dans une organisation, on peut sous-traiter de la restauration, du linge, on peut acheter des matériels électriques, on peut investir dans des radiateurs numériques ou des technologies innovantes pour réduire les consommations d'énergie. On peut avoir bien sûr tout ce qui touche l'empreinte carbone ou l'analyse du cycle de vie, privilégier les circuits courts. C'est pour cette raison que dans l'indice vert, je vous ai remis les questions à l'écran, nous avons mis des questions très structurantes pour savoir si vous avez bien réalisé votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, en le joignant bien sûr. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie de diminution de ces consommations énergétiques et comment? En demandant si vous avez une stratégie de diminution des consommations d'eau pour savoir précisément où vous en êtes. Demain, la consommation d'énergie pour un service, par exemple, ou la consommation d'eau deviendra un critère de choix parce que votre propre consommation d'énergie en tant que fournisseur va rentrer dans le bilan carbone de l'établissement hospitalier qui va vous acheter un produit. En clair, si j'achète un plateau repas à une société de restauration collective qui consomme 10 kWh par plateau repas, ou si j'achète un plateau repas à une structure qui n'en consomme que 6, eh bien, en choisissant le fournisseur qui consomme le moins, j'aurai diminué ma propre empreinte carbone. C'est comme ça qu'on va embarquer tout le monde dans l'aventure. Ça, c'est l'aventure 2023-2025. Donc, la politique d'achat pour privilégier des sous-traitants, des fournisseurs avec une faible consommation d'énergie, c'est ce que vont faire les établissements de santé avec vous, mais c'est ce qu'il faut aussi que vous fassiez avec vos propres sous-traitants et fournisseurs. Quatrième étape, c'est la formation qui souvent est un peu le parent pauvre, former, sensibiliser les équipes, les collaborateurs sur tous les sujets de la transition énergétique. Et j'attire votre attention plus particulièrement pour ceux qui ont des usines ou des grands bâtiments sur la certification ISO 50001 qui permet justement, quand on est certifié, de ne pas avoir cette obligation de réaliser les diagnostics énergétiques tous les ans. Il existe également des financements pour cette certification qui permet de former l'intégralité des équipes. Pour information, le ministre de la fonction publique a annoncé en fin d'année qu'ils allaient former 25 000 agents des collectivités pour former tous les agents d'État à la transition écologique dans les collectivités françaises. Il faut le même plan en face pour les entreprises privées. Quelles sont les actions collectives en région et les financements? Alors, il y en a beaucoup et tout dépend des régions. Tout dépend dans quelle région vous êtes, que ce soit une région d'Europe ou une région de France. Les financements et les subventions dans les deux Hauts-de-France, en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine ne sont pas les mêmes. Donc, il faut avoir une stratégie, si vous êtes sur plusieurs sites en France, de se renseigner auprès des régions des agglomérations sur les différentes priorités. Vous avez notamment les certificats d'économie d'énergie qui permettent de financer tout ce qui est rénovation énergétique, isolation des bâtiments, changement de tout ce qui est ouvrant, fenêtres, isolation par l'extérieur, par l'intérieur. L'ADEME également a de très gros financements en France entière. Ils ont investi plusieurs milliards d'euros sur le sujet, c'est en cours. Il y a des financements de l'opération Tremplin, des financements en éco-conception. Idem du côté BPI qui finance par le projet Décarbonation de la Banque publique d'investissement, 50% de tout ce qui est bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Pour les collectivités publiques et les établissements médico-sociaux, ça vous concerne moins, c'est la Caisse des dépôts et la Banque du territoire qui financent. C'est les ARS aussi qui, en région, accompagnent beaucoup d'établissements, l'ANAP aussi. Et les agences de l'eau, il y en a 5 dans le pays qui également ont des financements de 50 à 70% sur la réduction des consommations d'eau et la réduction des effluents liquides et médicaments. Donc, action collective et financement possible, c'est à suivre très précisément. Aujourd'hui, l'innovation, et là vous êtes dans le cadre d'une centrale d'achat qui référence aussi des produits et des services innovants en matière d'innovation sur la transition énergétique et écologique, ce qui veut dire qu'il y a une veille technique permanente sur des techniques d'isolation, sur des techniques de production de chaud ou de froid, sur toutes les peintures isolantes des plafonds,
des toits, pardon, pas des plafonds. Vous savez que souvent, on met des revêtements bitumineux sur les toits des toitures, des revêtements bitumineux noirs, qui captent la chaleur du soleil. Eh bien, il existe des peintures fabriquées à base de coquilles d'huîtres notamment, qui réfléchissent près de 30% des rayons du soleil et permettent de réduire d'un tiers la climatisation. Végétalisation également des toitures, c'est très très intéressant. La connexion à des réseaux de chaleur et l'autoconsommation qui devient en France possible, alors qu'elle ne l'était pas il y a 2 ans encore, puisqu'on a la possibilité maintenant de faire de l'autoconsommation. Pour ceux qui sont de la région de Grenoble ou qui vont voyager cette année, je vais faire un peu de pub, je vous engage à visiter le siège social de Schneider Electric. C'est un bâtiment absolument exceptionnel que j'ai découvert cette année. Siège social de Schneider Electric qui a vraiment créé le bâtiment fleuron de la transition écologique avec de la géothermie, du solaire, des éoliennes en toiture. Ce bâtiment est à 30 kWh par mètre carré et par an, alors que les bâtiments en France aujourd'hui sont entre 300 et 500. Ils l'ont fait, ils ont réussi. Ils s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils préconisent à leurs clients. Donc bravo Cocorico pour cette belle société. Et puis, principe de l'éco-conception des bâtiments des organisations des soins, principe de l'éco-conception qui permet, avant même de se lancer dans les travaux, d'éco-concevoir un bâtiment, ce qu'on fait mal en France aujourd'hui parce que les architectes ne sont tout simplement pas formés là-dessus. Pardon pour ceux qui seraient en ligne, mais on sait pertinemment que les architectes ne sont pas dans leur cours formés là-dessus. Si vous avez des rénovations à faire, des nouvelles usines ou bâtiments à créer, surtout renseignez-vous avant de contacter votre architecte, faire un dossier d'éco-conception sur lequel il y a également des financements, ce qui vous permettra de construire un bâtiment adaptable et adapté au changement climatique. Éco-construction, éco-rénovation, éco-conception, c'est la clé pour la transition écologique de demain et c'est souvent, on s'y penche souvent trop tard quand les plans sont déjà faits. Donc ça, je vous engage à réfléchir très en amont si vous avez un projet dans la décennie qui arrive. Enfin, en termes de veille réglementaire, alors il y a plein de réglementations, on en a déjà évoqué beaucoup sur ces webinaires, je ne vais pas vous les refaire toutes, je vais juste vous évoquer synthétiquement la loi Elan, c'est le décret tertiaire qui vous oblige à déclarer avant la fin décembre 2022, c'était il y a 19 jours, les consommations d'énergie de votre année de référence, de votre année 2021, pour calculer votre taux de réduction des consommations d'énergie sur la décennie précédente, puisque l'obligation du décret tertiaire, c'est de réduire de 40% vos consommations d'énergie entre 2010 et 2030. L'obligation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, scope 1, scope 2, c'est-à-dire sur l'énergie directe, qui va se transformer en une obligation de mesure pour tout le monde, en intégrant ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire tout ce qui touche la mobilité, les déchets générés, la politique d'achat et les immobilisations. Là, si vous ne l'avez pas mis en œuvre, je vous engage à avoir une stratégie bien précise sur le sujet, parce que c'est très compliqué à faire rétroactivement et c'est très simple à faire si on met en place une collecte des données au fil de l'eau. Donc, les différents scopes seront à analyser. Et puis, la loi sur l'économie circulaire, la loi AGEC, qui obligera également, notamment, tout ce qui est production de médicaments, peut-être de la délivrance à l'unité de plus en plus. Donc, la veille réglementaire, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près avec vos sociétés savantes, l'ITEM, le LEM, ou les différentes sociétés qui peuvent vous renseigner là-dessus. Enfin, on vous avez déjà présenté ça, mais vous les aurez dans le support qu'on vous enverra. Quelques infographies toutes simples avec des petits détails. Des petits détails qui sont très structurants en matière de réduction des consommations d'énergie. On n'a pas forcément ça en tête, mais si je prends l'exemple des appareils en veille, eh bien, les appareils en veille consomment de l'énergie. On pense que ce n'est pas le cas, et pourtant, ça consomme beaucoup d'énergie. Il faut avoir en tête que la France a besoin d'une centrale nucléaire 24 heures sur 24 pour assurer la veille des appareils électriques. Avoir une stratégie pour éteindre les appareils en veille, eh bien, c'est une véritable source de réduction de consommation d'énergie. En résumé, la transition écologique et énergétique, ce n'est pas une vision de l'esprit de quelques écolos illuminés parisiens, c'est la réponse à la réglementation, c'est la réponse au Grenelle 1 et 2 en France, à l'accord de Paris, aux différentes COP organisées dans le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU. Si on résume, avoir une stratégie de mesure et d'indicateurs, prioriser, avoir une politique d'achat extrêmement précise pour privilégier des fournisseurs de produits et de services qui soient très économes en énergie, former les équipes, s'intéresser aux actions collectives régionales et aux financements régionaux permettant de financer l'innovation, d'éco-construire des bâtiments avec une veille permanente
permettant d'anticiper l'avenir. Je vous le redis en conclusion, nous avions annoncé aux différentes fédérations hospitalières en 2010 que le coût de l'énergie allait être multiplié par 4 d'ici 2020. C'est chose faite. Maintenant, vous pouvez vous projeter sur une augmentation de près de 5% par an, avec un doublement des coûts relatifs à l'eau dans les 5 à 6 ans qui viennent. Donc, tout ce que vous allez pouvoir anticiper sur ces sujets-là, eh bien, vous permettra demain d'être plus efficient, de réduire vos impacts sur l'environnement, sur vos écosystèmes, sur la santé humaine et d'être plus attractif auprès de vos clients. Donc, de prendre des parts de marché. Je suis maintenant à votre disposition si vous voulez échanger sur ces différents sujets. Merci de votre attention.